Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration détaillée où on prend vraiment le temps de creuser les sujets qui façonnent l'évolution de nos environnements. Je suis ravi d'être là. Bonjour Sam, oui, je suis ravie aussi. On a un gros dossier aujourd'hui. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un projet qui est littéralement en train de redessiner la géométrie, mais aussi l'économie d'une métropole entière. Exactement. Et pour bien situer les choses dans le temps, il faut rappeler qu'on est le lundi 2 mars 2026. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 6 petits mois, 6 mois à peine, avant le mois de septembre, date à laquelle ce bouleversement urbain majeur va s'opérer à Montréal. Le compte à rebours est vraiment lancé, oui. Tout à fait. Et pour préparer cette analyse, on a compilé et croisé des données de plusieurs sources. D'abord, on a cet excellent dossier, très exhaustif, qui s'intitule « Le monde du cyclisme a rendez-vous dans la métropole ». Un dossier qu'on peut d'ailleurs retrouver sur wikiresidence.ca et infodrone.ca. C'est ça, en format texte et audio. Et on a bien sûr couplé toutes ces informations avec les données officielles et les projections logistiques qu'on trouve sur le site de montréal2026.org. Les chiffres y sont d'ailleurs assez vertigineux, on va en parler. Oui, parce que la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est d'aller bien au-delà de l'aspect purement sportif. C'est vraiment le point crucial. L'objectif ici, c'est de décoder comment une compétition qui ne dure que 8 jours, les championnats du monde route UCI, est en fait utilisée comme un levier stratégique massif. On parle d'un outil d'une puissance redoutable pour forcer une transformation de l'urbanisme. C'est stimuler l'économie régionale avec des dizaines de millions de dollars et, au bout du compte, redéfinir la valeur de l'immobilier sur tout un territoire. C'est un point de départ essentiel, car c'est le cadre parfait pour une réflexion beaucoup plus large sur l'héritage urbain. Habituellement, tu sais, on regarde les grands événements sportifs internationaux comme de gigantesques parenthèses. C'est vrai. Une ville se met sur son 31, elle accueille la planète entière pendant une semaine ou deux, elle dépense des fortunes et ensuite, le cirque repart et on retourne à la normale. On nettoie les rues et c'est fini. Voilà. Mais ici, la stratégie dévoilée par nos sources montre exactement l'inverse. La course cycliste en elle-même, au fond, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est le catalyseur d'une transformation structurelle qui est extrêmement bien ficelée. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par l'ampleur de l'événement en lui-même. Parce que, pour bien comprendre l'impact urbain, il faut d'abord saisir la taille du rouleau compresseur qui s'en vient. Et le mot n'est pas trop fort. Non, vraiment pas. C'est la première fois depuis 1974 que Montréal accueille cette compétition spécifique. Et pour donner une idée de la démesure de ce qui se prépare pour ce mois de septembre, on parle d'un déploiement qui n'a pas été vu depuis les Jeux Olympiques de 1976. Absolument. Le parallèle avec 1976 n'est pas galvaudé du tout, surtout quand on regarde les statistiques d'achalandage. Les projections officielles prévoient l'arrivée de près de 1000 athlètes de très haut niveau qui proviennent de plus de 75 pays. Mais attends, 1000 athlètes, ça semble gérable sur papier, non? Une grande ville comme Montréal absorbe ça assez facilement en temps normal. Si ce n'était que les athlètes, oui, bien sûr. Mais le cyclisme professionnel, c'est une machine extrêmement lourde. Chaque coureur est en fait le centre de gravité d'une petite armée. C'est vrai qu'ils ne voyagent pas seuls. Pas du tout. Ces 1000 compétiteurs amènent avec eux environ 5000 membres d'équipes techniques. On parle des directeurs sportifs, des mécaniciens, des nutritionnistes. Le personnel médical aussi, j'imagine. Tout à fait. Les équipes de relations de presse, sans compter les centaines d'officiels de l'Union cycliste internationale. En gros, c'est l'équivalent de la population entière d'une petite municipalité qui débarque d'un seul coup. Avec tous les besoins logistiques que ça implique. Exactement. Des flottes entières de véhicules, des équipements ultra spécialisés qu'il faut loger, qu'il faut nourrir et surtout déplacer de façon fluide dans une ville qui est déjà très saturée. Et ça, attention, ce ne sont que les gens accrédités pour la course. Parce que l'autre côté de la médaille, c'est le public. Et là, les estimations crèvent littéralement le plafond, avec plus de 500 000 spectateurs attendus sur le terrain. Un demi-million de personnes. Un demi-million. Et ce n'est pas un demi-million de personnes statiques, dans un stade fermé, bien sagement assises. C'est une foule immense qui se déplace à travers des sites multiples, parfois très éloignés. C'est là que le défi urbain prend tout son sens. Complètement. Nos sources mentionnent que les épreuves élites vont carrément prendre leur départ depuis le quartier d'Istrante à Brossard. Donc on est sur la rive sud, de l'autre côté du fleuve. Pour ensuite traverser vers la métropole, converger et terminer sur le fameux circuit final du Mont-Royal. Ce qui est fascinant ici, c'est le défi logistique vertigineux que cela représente en matière de flux urbain. Intégrer un demi-million de personnes supplémentaires, en plus de tout le convoi de la course, au beau milieu d'un environnement dense, sans le paralyser complètement. Surtout pendant 8 jours.
C'est ça. Le parcours exige la fermeture d'artères majeures, la sécurisation de kilomètres et de kilomètres de voies publiques et la réorganisation totale de la circulation de transit. C'est une chorégraphie d'une complexité absolue. Il faut quand même que la ville continue de respirer. Oui, il faut garantir que les urgences médicales de la ville puissent toujours circuler, que le transport en commun continue de fonctionner pour les citoyens réguliers, tout ça en gérant cette masse énorme de spectateurs. Sans oublier la pression médiatique. Parce qu'on parle d'une audience télévisée mondiale cumulée de 250 millions de téléspectateurs. Ça ne pardonne pas. Si l'asphalte est en mauvais état ou si la ville semble chaotique à l'écran, c'est l'image internationale de la métropole qui en prend un coup. Et c'est justement cette pression internationale qui force l'action sur le terrain. Quand des caméras embarquées sur des motos ou des hélicoptères diffusent chaque centimètre de votre chaussée à 250 millions de personnes, l'entretien routier cesse soudainement d'être un petit enjeu politique local. Ça devient une urgence mondiale. Voilà, une urgence de relations publiques mondiale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie d'un point de vue financier? Parce que, de toute évidence, fermer des ponts, sécuriser des quartiers entiers, refaire une beauté à la ville, ça a un coût astronomique. Un coût très important, oui. Les documents parlent d'un montage financier tripartite. La ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada sont tous impliqués pour soutenir le budget d'exploitation de base de l'événement. Mais ce qui attire vraiment l'attention, ce n'est pas l'argent dépensé pour organiser la course. Non, c'est l'argent investi autour de la course. Exactement. C'est le cœur même de la stratégie. La ville de Montréal a intelligemment profité de l'obligation de tenir cet événement pour justifier une bonification majeure de son budget de maintien des actifs. On parle d'une injection de 30 millions de dollars, spécifiquement pour l'année 2026. 30 millions juste pour les actifs. Oui, et l'objectif officiel est de s'assurer que les routes atteignent les standards internationaux très stricts de l'UCI. Et un standard UCI, concrètement, ce n'est pas juste boucher un nid de poule à la veille avec un peu de gravier et d'asphalte froid. Oh que non. Ça exige une planéité parfaite. Des rayons de braquage repensés pour qu'un peloton qui roule à 60 km/h puisse tourner sans aucun danger. Ça demande des réflexions en profondeur. C'est, au fond, l'équivalent urbain d'un cheval de Troie. C'est une très bonne image. Fait en prix une grande crête sportive internationale, tout le monde regarde le cheval, mais à l'intérieur, bien caché, se trouve le budget et la volonté politique pour faire une refonte complète de l'infrastructure cyclable de la ville. Une refonte qui aurait peut-être pris des années à être approuvée autrement dans les conseils municipaux. Exactement. C'est un accélérateur formidable. Et on le voit d'ailleurs très bien à travers les partenariats stratégiques qui ont été établis pour l'occasion. L'organisation ne travaille pas du tout en vase clos. Ils impliquent beaucoup d'autres acteurs ? Oui, ils intègrent le secteur privé d'une manière très proactive. On note l'implication de Baneva, par exemple, en tant que partenaire de la rando-vélo. Mais il y a surtout une collaboration très étroite avec des acteurs majeurs de l'immobilier. L'immobilier, oui, c'est là qu'on commence à voir le tableau d'ensemble. Pourquoi l'immobilier ? Parce que positionner des zones de départ ou des zones de festivité dans des environnements urbains hyper denses, ça requiert l'utilisation d'espaces privés. Des parvis d'édifices commerciaux, des places publiques qui sont gérées par des promoteurs. Si on y pense, c'est une relation gagnant-gagnant ou donnant-donnant. Le privé prête son espace, il gagne une visibilité monstre devant les caméras du monde entier et le secteur public obtient l'infrastructure nécessaire pour accueillir l'événement sans devoir tout exproprier ou construire. C'est tout à fait ça. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, la différence avec les modèles traditionnels d'événements sportifs saute vraiment aux yeux. Tu penses aux Jeux Olympiques récents ? Oui, le modèle classique, c'est Athènes au Rio. On construit des vélodromes ou des stades gigantesques à coût de milliards qui finissent souvent recouverts de mauvaises herbes quelques années plus tard. Des éléphants blancs. L'approche ici, à Montréal pour 2026, est foncièrement opposée. C'est du concret. L'argent est directement injecté dans le tissu urbain quotidien. Les routes lisses et les nouveaux aménagements cyclables permanents, qui sont construits pour les cyclistes professionnels en septembre, ils seront utilisés par la population locale en octobre, en novembre et pour les décennies suivantes. Ce qui nous amène logiquement à examiner les fameuses retombées de plus près. D'un point de vue purement économique, le chiffre avancé par les études fournies dans nos sources est colossal. On parle de plus de 100 millions de dollars d'impact pour la région métropolitaine. 100 millions, c'est une sacrée injection. L'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, on anticipe des taux d'occupation et d'achalandage qui vont littéralement saturer la capacité d'accueil de la région. Pour vulgariser un peu, c'est comme organiser une fête de quartier géante qui s'avère être extrêmement rentable pour tous les commerçants du coin.
C'est une injection de capitaux directs indéniable. Mais au-delà de ces 100 millions de dollars de factures de restaurants et de nuits d'hôtel, le véritable retour sur investissement se calcule sur deux axes sociétaux beaucoup plus profonds. Je t'écoute. Le premier axe, c'est la mobilité active. L'événement agit vraiment comme un accélérateur. Il normalise et promeut la transition écologique en rendant le réseau cyclable local beaucoup plus performant, beaucoup plus sécuritaire et plus visible. Les gens voient que c'est possible. C'est ça. Le second axe, c'est l'implication citoyenne. Le recrutement prévu de plus de 1500 bénévoles pour encadrer tout ça, ce n'est pas qu'une question de main-d'œuvre gratuite pour l'organisation. Ça tisse un lien social fort, ça crée une fierté montréalaise autour d'un projet commun. Mais on pourrait se faire l'avocat du diable ici, non? Parce que forcer un investissement massif de 30 millions de dollars dans l'infrastructure sous la pression d'un calendrier international, est-ce que ça ne permet pas aussi de court-circuiter un peu les processus habituels de consultation citoyenne? C'est une excellente observation. On impose un échéancier strict, septembre 2026, on n'a pas le choix, on réalise les travaux rapidement, et on justifie le tout par l'urgence absolue de l'événement. C'est une lecture très pragmatique et honnêtement tout à fait valide de la situation selon les documents. L'événement international devient un levier d'acceptabilité sociale. L'argument de la honte internationale. C'est un peu ça. Il est beaucoup plus difficile pour l'opposition politique ou pour des groupes de citoyens de freiner des travaux de voirie quand l'argument principal sur la table, c'est écoutez, si on ne le fait pas maintenant, la ville sera humiliée devant 250 millions de téléspectateurs. C'est un argument de poids? Et cela soulève une question importante. Comment évalue-t-on le véritable bilan de ces méthodes ? C'est complexe. D'un côté, on a une accélération indéniable vers une transition écologique souhaitable, on a un tissu social renforcé par l'engagement de ces 1500 bénévoles. Et de l'autre, De l'autre, on a ce qu'on pourrait appeler une gouvernance par l'événementiel, où c'est le calendrier d'une fédération sportive internationale qui dicte le rythme et les priorités du développement urbain local. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ça nous propulse directement dans la dimension historique et immobilière de cette analyse. Parce que, et c'est un point crucial mentionné dans nos sources, le choix de l'année 2026 n'est absolument pas une simple coïncidence. Non, ça ne doit rien au hasard. Ce n'est pas juste une question de disponibilité de l'UCI. Les données soulignent des arrimages historiques majeurs. L'année 2026 marque très précisément le 50e anniversaire des Jeux Olympiques de Montréal de 1976. C'est déjà un symbole fort de ramener un événement d'envergure mondiale cette année-là. Un très beau symbole. Mais plus techniquement, et c'est peut-être le plus important pour la ville, ça marque aussi le 20e anniversaire du Forum stratégique sur les grands projets. Et cet arrimage révèle l'objectif ultime, l'ambition à long terme qui sous-tend tout ce déploiement spectaculaire. Il ne s'agit pas seulement de commémorer le passé avec de la nostalgie pour 1976. Pas du tout. Il s'agit d'ancrer le développement futur. Les sources qu'on a analysées démontrent clairement que la finalité de cette rencontre sportive est de laisser un héritage durable qui modifie directement l'évaluation immobilière, et particulièrement dans le secteur résidentiel. C'est un changement de paradigme complet. Pendant des décennies, une piste cyclable s'était vue, au mieux, comme un petit ajout récréatif pour la balade du dimanche en famille. Et au pire, Au pire, c'était vu par les promoteurs ou les commerçants comme une nuisance qui enlevait du stationnement précieux. Mais aujourd'hui, avec ce niveau d'intégration et cette qualité de finition imposée par les standards internationaux dont on a parlé, la proximité d'un réseau cyclable devient un critère formel de valeur ajoutée. c'est devenu l'équivalent moderne d'avoir un beau parc de quartier ou une station de métro à deux pas de sa porte. C'est exactement ça. Le marché immobilier s'adapte. Le marché immobilier réagit toujours aux infrastructures pérennes. Quand la ville investit massivement pour s'assurer que le réseau est interconnecté, qu'il est sécuritaire et qu'en plus il bénéficie d'une visibilité mondiale qui le rend prestigieux, eh bien les promoteurs ajustent leurs arguments de vente en conséquence. Ça devient un argument marketing. Totalement. Les futurs projets urbains intégreront cette mobilité non plus comme une contrainte réglementaire imposée par la mairie, mais comme un atout majeur de commercialisation. La valeur d'un terrain, la valeur d'un bâtiment résidentiel est désormais intrinsèquement liée à sa connexion avec cette mobilité active. Pour quiconque s'intéresse à l'évolution des villes, à l'urbanisme ou même à la simple économie locale, c'est une étude de cas absolument magistrale qu'on est en train d'observer. C'est fascinant en effet. On observe en temps réel comment on prend une simple course de vélo,
Parce que sur papier, c'est ça, une course de vélo, et on s'en sert pour transformer le plan cadastral et les habitudes de déplacement de plusieurs millions de personnes. En résumé, ce que l'analyse rigoureuse de ces documents nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il faut cesser de regarder les championnats du monde route UCI 2026 comme une compétition sportive isolée. C'est bien plus que ça. Ce rassemblement de 1000 athlètes, c'est en réalité la façade scintillante d'un plan d'affaires urbain extrêmement sophistiqué. Un plan soutenu par plus de 100 millions de dollars de retombées, conçu pour accélérer des décennies de planification urbaine en l'espace de quelques mois, tout en revalorisant le parc immobilier par le biais d'un réseau de transport métamorphosé. C'est un tour de force. Et cela amène d'ailleurs une ultime réflexion, une sorte d'angle mort potentiel dans tout ce brillant exercice de planification. Oh, je crois voir où tu veux en venir. Si la stratégie fonctionne exactement comme prévu, et honnêtement toutes les données indiquent que ce sera le cas, cette amélioration fulgurante des réseaux cyclables et de l'espace public va irrémédiablement faire grimper la valeur de l'immobilier résidentiel dans tous les secteurs touchés. C'est la suite logique. Mais ce magnifique héritage écologique, qui a été pensé à la base pour démocratiser la mobilité active pour tous, ne risque-t-il pas, au final, de devenir le moteur d'une accélération brutale de l'embourgeoisement urbain? La gentrification. Exactement. Il y a une ironie assez amère à envisager ici. C'est le risque de voir le coût des logements exploser dans ces quartiers nouvellement pacifiés et embellis, ce qui, paradoxalement, forcerait l'exil de ceux-là même qui étaient censés bénéficier au quotidien de ces nouvelles infrastructures publiques, des infrastructures qui ont été payées par les fonds publics. C'est le grand paradoxe des villes modernes. Améliorer la qualité de vie augmente le coût de la vie. C'est une réflexion essentielle à garder en tête alors que les pelleteuses s'activent dans les rues de Montréal et que le compte à rebours vers septembre est officiellement lancé. Merci infiniment d'avoir partagé cette exploration avec nous. C'était passionnant. Merci, le plaisir était pour moi. Il sera vraiment fascinant de continuer à observer comment nos milieux de vie se transforment sous le poids de ces stratégies mondiales. À très bientôt pour continuer de décoder les forces qui dessinent notre avenir.